Georges Nizar, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Des mots et des mots. merci de m'avoir invité. Vous êtes psychosociologue, vous êtes aussi économiste, vous êtes expert dans l'organisation des hôpitaux, vous travaillez depuis plus de 20 ans dans le domaine des hôpitaux et vous travaillez sur leur organisation générale. Vous avez écrit plusieurs livres sur ce sujet-là et c'est de ça qu'on va parler avant tout, de la manière dont les hôpitaux fonctionnent. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet particulier ? J'ai commencé ma carrière plutôt comme économiste, puisque j'ai vendu des livres au prix universitaire comme directeur commercial, puis je suis rentré au Bureau international du travail à Genève. D'accord. Et là, j'ai rencontré finalement des problèmes avec la santé, puisque j'avais des contrats, en particulier avec l'OMS. D'accord. J'ai quitté le BIT parce que les conditions de l'aide en pays en voie de développement n'étaient pas véritablement ce que je concevais comme étant une véritable aide. Même si mes amis à l'époque ont trouvé que quitter un job où on est payé en dollars sans impôt sur un compte suisse, c'était difficile à quitter. Ça, c'est le côté philanthrope ? Merci de le dire. Et donc, je me suis dit que c'est dans le domaine des ressources humaines que j'avais de fortes motivations, sinon quelques compétences. Et je me suis installé à mon compte pour travailler dans ce domaine. L'hôpital était naturellement le lieu où je rencontrais des hommes, et en particulier des hommes en souffrance. Alors j'imagine que vous avez rencontré des organisations qui pouvaient être améliorées dans leur fonctionnement ? Oui, mais je crois qu'avant de vous répondre à cette question, il faudrait en amont parler de ce qui a changé fondamentalement dans la conception de la santé et de la maladie. Si nous chaussons des bottes de 7 lieues, nous pouvons dire que l'homme occidental en particulier a eu à 3 époques particulières dans son lien avec la maladie, avec la santé. Ça commence essentiellement par une relation avec la mort, c'est-à-dire que on n'avait pas les moyens de soigner quelqu'un à une période qui était, disons, avant l'époque pasteurienne. C'était l'époque où on mettait 4 malades différents dans un même lit aux hospices civils de Beaune, mais on n'avait pas le temps d'incuber la maladie du voisin, on mourait de la sienne. Et puis, à l'époque pasteurienne, apparaît un véritable changement. La relation n'est plus avec la mort, la relation est avec la maladie. Et c'est à la grande période où on pense d'éradiquer les grandes maladies, où on a pensé éradiquer la tuberculose, cette maladie romantique du 19e, où véritablement les succès de la médecine lui donnent le sentiment d'être triomphante. Et on va passer à une 3e période qui va apparaître après la Deuxième Guerre mondiale, où le lien n'est plus avec la mort, n'est plus avec la maladie, il est avec la santé. C'est-à-dire que l'homme occidental a ce désir exorbitant de vouloir être en santé de sa naissance à sa mort. Vous dites avec la santé plus qu'avec la vie ? Plus qu'avec oui, avec la santé. Au fond, il veut ressembler à une ampoule électrique. Vous voyez, une ampoule électrique, dès que vous l'allumez jusqu'à la dernière nanoseconde où elle éclate, elle est pratiquement dans le même état. Il ne veut plus vieillir. Le mot vieillesse, ça vieillit lui-même. Il veut être dans un parfait état de santé. Or, c'est quelque chose qui est prométhéen, c'est quelque chose qui dépasse les possibilités de réalisation, de traitement. Et ça me paraît être quelque chose de fondamental. Comment ça se traduit de façon concrète ? Parce que ça se traduit par le fait qu'on ne veut plus être malade. On ne veut plus avoir de lien avec ce mot. Or, on est dans une situation paradoxale. C'est que d'un certain côté, la longévité montre quand même qu'on a fait des progrès considérables en Occident. Mais les nuisances sont également en augmentation. L'homme occidental se trouve pris dans un double bind, dans une double contrainte. À la fois, il souhaite vieillir en santé, mais d'un autre côté, il est harcelé par un certain nombre de nuisances qui le rattrapent. Et on n'est plus justement dans cette période d'optimisme qui a été la deuxième période que j'ai décrite, que j'ai appelée l'époque pasteurienne. Alors parallèlement de ces époques, vous avez la relation avec le thérapeute aussi, Bien qui sûr. a évolué d'un mandarinat absolu à une espèce d'obligation de résultat aussi. Ça change beaucoup. Exactement. Ce qui explique quelquefois que nous avons auprès des hôpitaux américains des lawyers qui sont devant la porte et qui, les personnes sortent... Vous avez vu cette cicatrice ? Elle est horrible. On va lui faire un procès. Exactement. Exactement. Et ce côté juridique de la médecine, si vous voulez, ou du soin, nous a touchés en France. Le médecin ne peut avoir qu'une obligation, si vous voulez, de moyens, mais pas de résultats. Bien sûr. C'est impossible. C'est lui demander quelque chose qu'il ne peut pas donner. Mais il y a une poussée qui est liée à la notion de « on veut être en santé ». Alors justement, l'hôpital
assume ce rôle d'une certaine manière, parce que l'hôpital, c'est le lieu, hôpital, hospice, vraiment, c'est le lieu de réception des maladies, des malades, et on demande énormément de choses à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital tient son rôle dans la société médicale? Il le tient, mais d'une manière différente de ce qu'il a fait lui-même dans le passé ou dans un passé récent. Pourquoi ? Parce qu'en amont de l'hôpital, il y a un environnement global. Et cet environnement global, aujourd'hui, est turbulent. C'est-à-dire qu'il est à la fois complexe et incertain. On était dans un hôpital qu'on pouvait appeler un hôpital abrité. Nous sommes aujourd'hui dans un hôpital qui est un hôpital exposé. Exposé à quoi? C'est-à-dire? Exposé parce qu'il n'a plus les ressources nécessaires pour faire face à toutes les sollicitations qui sont autour de lui, qui peuvent être d'ailleurs des sollicitations du législateur lui-même. C'est-à-dire que les obligations ont monté plus vite que les obligations. Si vous mettez sur la table le nombre d'obligations, de textes de loi auxquels un hôpital devait obéir hier et aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, une masse de documents qui arrivent à ce résultat que, en toute bonne foi, aucun hôpital n'est en accord avec la loi. Est-ce que c'est quand les hôpitaux sont confrontés à ça qu'ils font appel à vos services, justement? Oui, ils veulent finalement réfléchir sur une amélioration de leur management, c'est-à-dire de leur capacité à bien vivre et à bien travailler ensemble. En fait, c'est comme ça que j'ai fini mon métier. D'accord. En fait, vous parlez de difficultés de moyens, de ressources, mais de ressources aussi bien financières qu'humaines. Absolument. Les deux. Les deux. Les deux. Donc, les deux étant contingentés, vous avez un problème de finances, législativement difficile à assumer par le gouvernement, et un problème humain. Vous faites l'interface entre les deux, parce que vous êtes aussi bien économiste que psychologue. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on souhaite que je les accompagne dans leur réflexion. Alors, comment vous agissez là-dessus? Bon, ça se passe d'une manière très simple. Ça se passe au niveau des comités directeurs. C'est-à-dire qu'on fait un séminaire de rencontre dans lequel on positionne déjà la réflexion de l'hôpital par rapport à son propre environnement. Il y a des tutelles qui exigent un certain nombre de choses de l'hôpital. Que cet hôpital soit un CHU, c'est-à-dire un hôpital universitaire qui a une situation hégémonique par définition dans une région, ou que ce soit un hôpital qui est un hôpital local, ils ont tous un certain nombre d'obligations par rapport à ce qu'on leur demande. Donc la première chose à faire, c'est de se positionner. Et le législateur aujourd'hui souhaite que l'hôpital, au-delà de ce positionnement, contractualise sa relation avec ses tutelles. Et cette contractualisation va descendre d'un cran, puisque les patrons de pôle, les médecins qui ont en charge une unité, qui peut être le plateau technique, qui peut être le service d'urologie, enfin, peu importe, ces patrons vont eux-mêmes contractualiser pour certains résultats à obtenir au bout de quelques années avec la direction. Mais le problème que l'on rencontre à ce moment-là, c'est que autant les médecins sont remarquablement compétents dans leur domaine technique, autant ils n'ont pas été formés pour pouvoir s'occuper de gestion, voire de management et de communication. Si je le disais sans aucune méchanceté, mais dans ses études, un médecin a appris à dialoguer avec un microbe et jamais avec un malade. Oui, c'est un peu sévère, mais c'est un peu juste. Pas une heure de cours. Pas une heure. Il n'y a rien. Rien. Il se trouve que l'un est porté par l'autre. Oui, d'accord. Ça se traduit par quoi? Parce qu'il y a quand même cette communication qui existe de fait. Comment ils s'en sortent dans cette communication quand ils y sont confrontés? Certains, d'une manière géniale, n'ont pas besoin d'aucune formation pour pouvoir le faire, mais d'autres ne se rendent pas compte quelquefois que la vérité du propos est en elle-même une souffrance. Je vais prendre un exemple concret. Un chirurgien qui a appris à dire la vérité au malade. Ce malade lui dit « Docteur, que pensez-vous de l'opération que vous allez me faire ?» Et le médecin, tout joyeux, lui dit « Écoutez, c'est véritablement une des opérations que j'ai réussi le mieux, 85% de succès. » Le bonhomme qui entend cette phrase, il sort, il est groggy, parce qu'il est dans les 15%. Bien sûr. Donc le fait de lui avoir dit une certaine vérité, parce qu'aujourd'hui on attend, si vous voulez, qu'il y ait un contrat de confiance qui soit exprimé par des mots plus logiques ou plus de mission. Mais c'est un excès, si vous voulez, cet excès de franchise va réduire et non pas accroître la confiance. Disons que la façon de dire les choses pourrait être différente tout en disant la même chose. Exactement. Est-ce qu'ils ressentent qu'il y a ce besoin-là? Est-ce qu'ils font appel aussi? Oui, ils le ressentent. Ils le ressentent. D'une manière tout à fait concrète, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Convaincre » et je fais des séminaires sur le verbe « convaincre » à des médecins qui disaient dans le temps passé, notre seule présence d'ailleurs faisait qu'on pensait qu'on était à moitié guéri quand on nous voyait. Et c'est vrai que le médecin, moi je me souviens de ma propre jeunesse, quand le médecin de ma jeunesse arrivait et qui m'attrapait le bras et qui me regardait,
Je lui demandais, j'étais à moitié guéri. Oui. En fait, un médecin, c'est un véritable médicament ambulant. Il guérit par sa présence autant que par sa médication. Notre société très rationnelle l'a un petit peu mis de côté, ça, à un moment donné. Oui. Ce côté placebo. Vous avez tout à fait raison. On est passé, si vous voulez, d'une médecine du verbe à une médecine instrumentale. Au point qu'aujourd'hui, justement, et négativement, le médecin passe moins de temps à regarder le vis-à-vis du malade qu'à regarder des documents, qu'à regarder des statistiques, qu'à regarder des biologies, et pas véritablement. Au fond, la clinique, le temps de la clinique s'est réduit. Et ça, c'est une nuisance pour le malade. On ne lui parle pas assez. Alors, pour en revenir à la structure de l'hôpital, vous dites qu'il y a un niveau législatif, un niveau presque exécutif avec la direction de l'hôpital qui n'en a cure, c'est le cas de le dire, du patient d'une certaine manière, sans trop abuser. Et après, il y a une interface entre l'exécutif hospitalier administratif, les médecins, et après, la victime, si j'ose dire, c'est le patient. Oui, avec un corps intermédiaire qu'il ne faut pas oublier que sont les soignants eux-mêmes. Et ce corps est extrêmement important parce qu'il est la cheville de contact. Vous pouvez parler des infirmières, des aides-soignants, etc. Exactement. Exactement. Ce sont ces personnes qui ont le plus de temps de présence au lit du malade. Et non pas le mandarin qui passe 3 minutes avec sa tribu. Et qui, dans ce cas-là, souvent d'ailleurs, a une habitude qui n'est pas toujours très heureuse quand il passe au lit du malade. Il parle plus du malade qu'il ne parle au malade. Ouais. Et ça, c'est un délit de médecine. Il y a un côté très dissocié, en fait. J'évoque le thème de mon travail, mais pas la personne. Tout à fait. Il n'est pas, au fond, mon interlocuteur, le malade. Il est le cas à partir duquel je peux exprimer mon savoir et je peux former mes collaborateurs. C'est ce qui est communément reproché aux médecins en disant je ne suis pas une maladie, je ne suis pas un numéro, je suis un être humain qui souffre, qui a besoin d'un certain nombre de réponses. Tout à fait. Mais alors, tout à fait. J'ai une anecdote à vous raconter là-dessus, si vous voulez. Dans un service d'un grand hôpital, il y avait une ASH, donc une assistante des services hospitaliers. C'est une personne qui a un niveau légèrement inférieur à celui d'une infirmière, mais qui avait 20 ans d'expérience dans ce même service. Quand toute l'équipe médicale partait, elle rentrait, elle avait entendu ce qui s'est dit, elle s'adressait au malade et elle lui disait « vous n'avez rien ». Mais elle lui faisait une deuxième visite avec des mots tout à fait simples. Au point qu'au bout d'un certain moment, quand l'équipe médicale venait, le malade regardait pour voir si l'ASH était dans la pièce. C'était bien là. Parce que c'était elle qui allait lui traduire. Parce qu'au bout de 20 ans, elle savait ce qu'on disait. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, en fait, le patient est un numéro à ce moment-là, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer, et puis j'imagine que c'est ça que vous prenez en compte, que quand le médecin s'adresse au patient, est-ce que ce côté légèrement en retrait, est-ce que le fait de ne pas s'adresser vraiment à lui n'est pas une manière de se protéger aussi ? Justement des problèmes juridiques, de tout ça, puis peut-être même à un niveau affectif. Oui, c'est vrai que ce sont des personnes, au-delà des critiques que nous venons de faire, ce sont des personnes dans l'ensemble extrêmement compétentes. Nous avons une des meilleures médecines du monde, mais c'est un métier dans lequel l'implication affective est très douloureuse. Voilà, on imagine que c'est pas facile d'annoncer. Oui, mais pour le malade, si vous voulez, il a besoin il a besoin de cette réassurance, il a besoin, si vous voulez, du tutoiement de ses yeux avec les yeux du malade, avec les yeux de son médecin.